David Abbassi, dans son activité culturelle et radio-télévisée depuis plus de 30 ans, a écrit plusieurs centaines d'articles et plusieurs dizaines de livres en perse, français, arabe et également en anglais. Il a rencontré et interviewé plusieurs personnalités internationales, politiques et culturelles. Les présidents de République, premiers ministres, ministres, sénateurs, maires, journalistes, chanteurs et comédiens. En visitant son site internet, plusieurs centaines de pages web sont à votre disposition, en français, anglais et persan. Son site, davidabassi.com. Abbassi, A2B-A-S-I. Ici et maintenant. Bernard, bonjour. Bonjour. Bernard, je suis Bernard, vous me connaissez, David Abbassi. Bernard, je te connais quand tu nous appelles, hein. Ouais. Mais je sais pas quel âge as-tu et quel visage tu as, et c'est tout, hein. Et tu connais Bernard. Allez, je te connais Bernard, et je souhaite que ce soir tu as posé des bonnes questions, voilà. Oui, j'ai des questions à poser à M. Pierre-Henri. C'est à son organisation. Parce que vous savez Bernard, qu'est-ce qu'il fait, M. Henri, de temps en temps, il nous lit des versets de Coran. Oui. Et des versets de Coran. Oui, ça arrive. Ça arrive, hein. Alors, tu vas pas nous lire des versets de Coran ce soir? non, pas ce soir, non, mais une autre émission, si vous me montez dans votre émission, je ferai un dossier spécial sur le Coran. Qui sera assez gratuit. Ah, est-ce que tu es le Bernard que je t'avais déjà vous fait inviter dans mon émission? Tu étais présent ici? Jamais. Ah non, d'accord. Parce que tu sais que votre père Bernard, ok, qu'il avait fait un bouquin. On vous écoute Bernard, oui. Oui, donc en fait c'était pour rectifier certaines choses qu'on avait dites, moi qui me gênent. Déjà quand on dit que la France a été créée par des immigrés, puisqu'il faut voir que la France chaque ans... Non, là, Bernard, franchement, non mais si vous commencez comme ça va être un peu compliqué parce que franchement, personne ne vous a dit que la France avait été créée par des immigrés. Nous vous avons dit que par exemple, et puis alors essayez donc de contester cela, qu'après la Seconde Guerre mondiale, eh bien effectivement la France a fait a fait appel à la main-d'œuvre étrangère pour l'aider à reconstruire. alors voilà. moi je voudrais répondre à ça. Il y a une émission sur C'est dans l'air que j'ai regardé une fois. Faut pas croire tout ce qui se dit à la Oui, télévision. attendez, c'est quand même des gens qui sont des démographes qui savent quand même de quoi ils parlent. Oui. Donc là, c'est une émission qui était présentée par Jérôme Calvi et qui disait que la part des étrangers extra-européens qui ont contribué à la reconstruction de la France entre 1945 et 1953 ne dépasse pas 3%. Donc comment vous pouvez dire que grâce à eux, on est devenu la 5e puissance mondiale? Ils ont contribué, monsieur. Ils ont contribué, mais à une très faible... C'était une contribution. Une contribution, les mots ont un sens. Les mots ont un sens, mais de la même manière, Bernard, vous savez combien il y a d'étrangers aujourd'hui en France? Les chiffres d'étrangers en France, c'est environ 5 100 000. Non. Je suis désolé, c'est pas sur Internet. Mais attendez, c'est 3 millions d'eux. Non, C'est les sources de l'INED. Bon, c'est faux, monsieur. Alors nous allons avoir quelques difficultés effectivement à discuter avec vous, Bernard. Je vous dis que c'est 3 millions d'eux et je prends l'ensemble des auditeurs à témoin. Ils vont regarder les références INSEE ou l'Institut national des études démographiques. 3 200 000 étrangers en France et environ 4 900 000 immigrés. Mais il y a une petite différence entre les immigrés et les étrangers. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Il se trouve qu'il y a
des immigrés qui peuvent être français, qui ont la nationalité française, simplement pour les statistiques. Et pour l'INSEE, le fait qu'ils soient nés à l'étranger fait qu'ils restent dans la catégorie immigrés. Donc, Il reste toujours dans la catégorie immigrés. ils restent dans la catégorie immigrés. C'est pour ça que nous avons plus d'immigrés que d'étrangers. D'étrangers, c'est-à-dire de gens qui ont la nationalité d'un autre pays qui réside sur le sol français. Il y en a 3 200 000 aujourd'hui. Voilà, il faut être un peu précis, Bernard. Pour les chiffres de l'INSEE, moi j'ai été sur le site internet de l'INSEE. Eh bien, retournez-y, Bernard, je vous le conseille. Vous avez dû mal regarder. Parce que j'ai un autre bouquin qui s'appelle 2 siècles d'immigration en France, qui a été écrit par Philippe de Witt, paru la documentation française et qui confirme aussi... En quelle année, mon cher Bernard? Comment? En quelle année ce livre? Ce bouquin a été écrit en 2003. Oui, écoutez... De fait, il y a toujours, si vous voulez, un problème, ça revient, entre immigrés et étrangers, il y a toujours des problèmes d'utilisation de chiffres et qui peuvent servir dans les deux sens, hein, je veux dire. Voilà, pour dire qu'il y en a trop, pour dire qu'il n'y en a pas assez, pour dire qu'on est envahi, pour dire qu'on ne l'est pas. Alors, j'ai aussi Mais quelque après, chose. si vous voulez, ces dernières années, les instituts de statistiques ont fini par se mettre de plus en plus d'accord et effectivement, les derniers chiffres sont ceux que Pierre donne ce soir. Alors, j'ai aussi quelque chose à dire sur, quand vous dites que les étrangers, les immigrés, que moi je compare à des sensus immigrés, qui viennent en France, ne cherchent pas des aides sociales. Je tiens à vous rappeler quand même qu'il existe, et j'en avais parlé d'ailleurs à David Abbasi il y a 15 jours. Au moins, Bernard, nous savons où vous vous situez sur le champ politique. Quand vous me permettez de parler de sensu d'immigrés, au moins là, c'est clair. Nous sommes clairement dans une pensée d'extrême droite qui exclut et avec laquelle, moi, sincèrement, je n'ai rien à faire. Donc d'ailleurs, pour moi, la conversation s'arrête là. Alors, c'est-à-dire même quand il s'agit des chiffres, monsieur Henri, chaque parti politique a ses chiffres, c'est ça? Non, non, non. Sincèrement, l'INED, l'INSEE, très clairement, il y a 3 200 000 étrangers en France, il y a 4 900 000 immigrés, et d'ailleurs, des personnes qui sont françaises depuis 15 ans, depuis 20 ans, restent dans la catégorie étrangère, tout simplement parce qu'ils sont nés étrangers à l'étranger. Voilà, c'est tout. Et quand je dis que je ne souhaite plus parler avec Bernard, là, il faut que ça s'arrête, parce que je pense qu'il y a des limites à ne jamais franchir. Quand on parle de sensu d'immigrés, eh bien, manifestement, on est dans l'invective, on est dans l'insulte, on est dans l'atteinte à la dignité. Et moi, là, je dis stop. Alors, nous sommes avec M. Pierre-Henri, directeur général de France Terre d'Asile, et avec Pascal Aigret, Anne-Marie Aigret. Vous le connaissez? Comédienne Anne-Marie. Ah non. Anne-Marie Aigret, la comédienne. Vous ne le connaissez pas? Je ne la connais pas. Ah, d'accord. C'est une comédienne, elle est actuellement aux États-Unis, là. Vous croyez qu'on a un lien de famille? Peut-être vous êtes en train de me trouver une cousine. On ne sait jamais, hein? Cousine aux États-Unis, chouette. C'est pas l'oncle d'Amérique, mais c'est la cousine C'est la d'Amérique. cousine Ah, d'Amérique. ça c'est bien, c'est bien. Alors votre enquête, on va parler de votre enquête. Comment ça se fait déjà que vous avez fait une enquête ensemble? Comment Cette ça- enquête de Cachan. Comment ça a démarré? Ah bah, non, non. Dès le départ, est-ce que c'est démarré comme un bouquin ou non ou non? Vous avez commencé à interviewer M. Henri Mais pour non. votre journal Le Parisien, non? Non, non. Vous avez déjà interviewé M. Henri pour votre journal Le Parisien? C'est arrivé, oui. Combien de fois? Écoutez, je travaille au Parisien maintenant depuis 8 ans. Oui. Je crois 2 fois, mais il y a des interviews qui ne sont pas passées aussi. Oh là là, Voilà. il y a des censures chez Parisien aussi. Des questions Alors de Bernard, place. il va être content alors. Hein? Des Vous voyez, questions de place. 8 ans, 2 interviews, franchement, là là. ça reste très mesuré. C'est un peu hein. musulman alors Parisien. Non, on a comme. Enfin, On vous a censuré, c'est-à-dire? non, vous savez bien, dans les quotidiens, une actualité chasse l'autre. On décide parfois à 18h de changer l'architecture d'une page. Et puis voilà, parce que, je ne sais pas. Oui, mais vous faites des dossiers Je fais des hebdomadaires, dossiers. mensuels. Vous pouvez faire des dossiers sur France Terre d'Asile. Par exemple. Surtout que maintenant, ils font leur journal, leur radio, ça y est, maintenant.
Demain, vous pouvez faire votre Il y a télé la aussi. radio. Hein. Oui, mais enfin, jusqu'à preuve du contraire, le Parisien n'est pas devenu le journal officiel de France Terre d'Asile. Non, on n'a pas de partenariat Non, encore non. comme avec On va proposer ça RTL ou... à la direction du Parisien. Est-ce que c'est vrai, Parisien, vous êtes un peu de droite, c'est ça? Ouais, le Parisien est neutre, vous savez, pour une raison très simple. Ouais. C'est que C'est neutre, on peut dire. la neutralité est un impératif commercial. Aujourd'hui, si on veut vendre un journal, il faut essayer d'être le plus... pour ne pas parler d'objectivité, parce que ça c'est encore un débat. Un journaliste peut-il être objectif? Un journal peut-il être objectif ou non? Ça c'est un autre débat, mais je crois réellement que le Parisien, dans son créneau populaire, et avec les études du lectorat qui ont été faites, on a le lectorat le plus représentatif en général de l'électorat. Vous êtes très populaire, voilà, le populaire. plus divers et à l'image de l'électorat. Donc déjà, quand je parle d'impératif commercial, c'est pas seulement une boutade, c'est qu'on doit s'adresser à tout le monde. C'est aussi un impératif d'être au niveau de tous nos lecteurs. Ce qui, après chaque journaliste, avec son engagement, sa façon de s'intéresser à tel ou tel sujet, a sa subjectivité, mais dans le traitement de l'information, il faut l'équilibre, il faut le contradictoire, il faut... voilà. Alors, comment vous avez commencé avec M. Henry de faire ce bouquin-là? Quand est-ce que vous avez eu cette idée-là? Le moment qu'il était là sur place pour régler le problème, parce qu'on entendait à l'époque M. Henry. Vous savez, on travaille avec des éditions départementales au Parisien, c'est-à-dire qu'on est implanté en Île-de-France et chaque département d'Île-de-France a une rédaction propre. Moi, je travaille à la rédaction nationale et on est en plein mois d'août. Je suis allée à Cachan avant le temps du bâtiment F, mais quand cette histoire d'évacuation et d'occupation du gymnase démarre, ce sont les journalistes de l'édition départementale du Val-de-Marne qui travaillent. Et je suis bien entendu ce dossier de très très près, mais moi je n'ai pas couvert pour le Parisien l'affaire du gymnase et de la signature du protocole. Pierre me parle du projet d'écrire un livre, je crois début de l'année 2007, janvier-février. Très vite j'accroche avec cette question, est-ce que j'ai la légitimité de le faire, n'ayant pas couvert pour mon journal ce dossier singulier. En même temps, ça fait 8 ans que je traite des questions d'immigration, je connais ces questions-là. Je pense qu'au contraire, le fait d'avoir de la distance par rapport aux interlocuteurs qui ont vécu le dossier, d'autant que le dossier n'est pas terminé, c'est pas réglé, c'est en cours. Ah oui, c'est vrai, ce n'est pas réglé encore. Donc je pense qu'au contraire... C'est-à-dire le deuxième bouquin, c'est possible. Hein. Je crois qu'au contraire, c'est un avantage. Et très vite, ça va très vite après. On écrit un projet, on écrit déjà un déroulé, alors évidemment ça a changé, mais je veux dire une architecture du livre, un plan, des chapitres, et on propose ça à plusieurs éditeurs, et il y en a un qui dit ok, il y en a même un qui aurait voulu qu'on aille plus vite, qu'on le fasse paraître avant les élections. Là on ne pouvait pas, on avait qu'un mois pour l'écrire, mais celui qui nous a donc édité, les éditions de l'Aube, nous ont dit septembre. Donc on est en février, hein, voilà. Ah, et là ça démarre. C'était rapide, hein? Oui, très. C'était rapide. Bachir, est-ce que vous avez lu le bouquin de Pascal et Pierre ou... Non, là... Bonjour Bachir. Au niveau des... Bonjour Bachir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, madame, monsieur. Oui, alors, concernant donc Cachan, écoute ce qui se dit. Et moi, le problème, c'était par rapport au problème de fond que je vais me renseigner concernant donc, ce qui se passe dans les pays, enfin, où sont les origines
Bachir, vous avez raison de poser le problème de cette manière. En réalité, le défi migratoire répond à trois problématiques. La première problématique, c'est une problématique économique. Le désordre du monde. Le désordre du monde où 80% de la population mondiale vit avec moins de 20% des richesses mondiales. Il y a une vraie difficulté, et donc vis-à-vis de cela, il y a une réponse qui doit être inventée par les pays développés et que l'on appelle aujourd'hui l'aide publique au développement. Sauf que l'aide publique au développement, aujourd'hui, elle représente 100 milliards de dollars pour les pays de l'OCDE annuellement. C'est pas rien, c'est beaucoup, 100 milliards de dollars, mais c'est à comparer aux 500 milliards de dollars que transfèrent les migrants vers leur pays d'origine. C'est-à-dire on est dans un rapport de 25 et que la véritable richesse, elle est d'abord apportée par les personnes qui migrent et qui envoient des ressources vers leur pays d'origine. Et puis ces 100 milliards de dollars qu'apportent les pays développés est également à comparer aux 360 milliards d'intérêts de la dette que doivent les pays en développement. Donc nous sommes en fait en train de tourner en rond et il faudrait plus qu'un plan Marshall pour véritablement répondre aux problèmes. Je vais continuer sur l'aide publique au développement avant de venir sur deux autres défis. L'aide publique au développement, par exemple, de la France, elle représente 0,48% du produit intérieur brut, c'est-à-dire aux environs de 8 milliards d'euros. Mais ces 8 milliards d'euros, en réalité, quand on regarde bien, il y a 40% de l'aide publique au développement française qui est très factice, qui est virtuelle, parce que on a calculé dans l'aide publique au développement française, on a calculé par exemple l'aide que l'on apporte aux alliances françaises à l'étranger, on a calculé, on a intégré l'aide que l'on apporte à Wallis et Futuna, on a intégré dans l'aide publique au développement française le coût du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile en France. Des faux chiffres comme les chiffres du chômage. Voilà, c'est effectivement des faux chiffres, ce qui fait que, d'ailleurs, tous les spécialistes reconnaissent que l'aide publique au développement telle qu'elle est présentée est majorée d'environ 40%. Donc, évidemment, quand les hommes politiques disent « nous avons une recette miracle », qui est l'aide publique au développement, ou le co-développement, c'est une aimable plaisanterie pour régler et réguler les flux migratoires à très courte échéance. Puis, il y a évidemment d'autres questions qui doivent être abordées, comme la fuite des capitaux et d'un certain nombre de ressources depuis les pays africains et par aussi les élites africaines. Il y a un deuxième défi. Avant de vous dire le deuxième élément, je peux donner une petite conclusion sur le premier élément économique. Ça veut dire que les pays donnent de l'argent aux pays qui ont besoin d'aide, mais ne font pas une évaluation si c'est efficace ou pas. Il y a quand même une implication de plus en plus grande, mais ils continuent à donner de l'argent, c'est ça, quoi. Donc il y a quelque chose qui va pas. Non, la véritable question, c'est qu'on n'est pas... Je peux comprendre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'aide du tout, quoi. On n'aide pas. On n'aide pas, on aide mal. Oui, on aide mal. On aide mal, il y a des problèmes d'évaluation, d'évaluation évidemment de l'aide. Et puis, de toute façon, c'est sur une séquence temporelle qui ne se réduit pas à une année. C'est l'aide publique au développement, bien évidemment, ça va se lire sur des séquences beaucoup plus longues. Ça, c'est donc le désordre économique, c'est le premier problème auquel nous avons à répondre. Premier point. Deuxième point, on a un problème, deuxième défi, c'est le défi démographique. Le défi démographique, aujourd'hui, c'est, je résume d'une image,
3 milliards d'individus en 1960, 6 milliards en 2005, 9 milliards en 2040. L'Afrique aura vu normalement doubler sa population. Et pendant que l'Europe stagnera. Ça veut dire que manifestement il faut penser à un certain nombre d'équilibres autour de la question démographique. Il y a d'autres questions qui se posent autour du taux de fécondité, de l'alphabétisation, notamment des femmes dans les pays africains. C'est un problème un peu plus complexe. Et puis troisième défi. Donc c'est pour la deuxième, la démographie, donc c'est une nécessité urgente que les pays d'Afrique prennent de la puissance pour que les gens restent dans leur pays, parce que si on les appauvrit, donc vu qu'il y a une démographie grandissante, il y aura de plus en plus d'immigration, donc c'est une nécessité urgente de renforcer économiquement, culturellement tous ces pays-là, et spirituellement, parce qu'il y a aussi le problème des dictatures qu'on a mis en place là. Il est certain que quand on a faim, vous savez, oui, voilà. On cherche la nourriture. Et vous savez, l'immigration en France, au départ, c'est le breton qui va chercher pitance à Paris, dans la capitale, pour nourrir sa famille. Hein, ça commence comme ça. Hein. Oui, et puis... il y a le troisième élément. Et le troisième élément, c'est le défi climatique. Le défi climatique, c'est l'approvisionnement en eau de toute une partie de la population, c'est l'avancée de la désertification, c'est le niveau des mers qui s'élève, et tous les rapports de l'ONU nous disent qu'à 30-40 ans, ça risque tout simplement, bien évidemment, de concerner aux environs 50 millions de personnes dans le monde. Donc, nous avons là 3 défis qui sont économiques, démographiques, climatiques, qui devraient normalement inciter les responsables politiques à aujourd'hui aborder la question migratoire de façon apaisée et de façon consensuelle. Au lieu de ça, aujourd'hui, nous avons des polémiques entretenues à des fins de politique intérieure et à des fins électorales. Et c'est ce que nous devons regretter. Voilà Bachir, merci de ton appel Bachir. Dernière question. Allez, merci. Au revoir. Monsieur Pierre-Henri, alors la vérité, cette vérité, je vous ai posé la question, mais c'est vrai que nos auditeurs ne nous ont pas permis d'écouter votre réponse. Alors, qu'est-ce que nous apprenons en lisant votre livre sur Cachan? Est-ce qu'il y avait des sujets tabous? Parce que quand vous parlez de la vérité, mais non, mais c'est très policier, hein? C'est-à-dire il y avait des choses qu'on ne savait pas. Alors en lisant votre livre, on va voir que par exemple il y a un décalage entre le discours qui est prôné par le candidat ministre de l'Intérieur et puis la réalité de la discussion qui se noue avec ses proches, avec son cabinet. Il était ministre de l'Intérieur à l'époque. Il était ministre de l'Intérieur. Alors le président c'était Jacques Chirac. Oui, mais... Parce que c'est Jacques Chirac toujours je dis le candidat président. Je disais le candidat président. Oui, monsieur Pierre, mais il ne faut pas oublier que Chirac lui-même, il a dit qu'il ordonne, les autres, il exécute. Oui, enfin, comme histoire des Moudjahidines de peuple. Vous vous rappelez de l'histoire des Moudjahidines de peuple? On a attaqué 3000 policiers, gendarmes, on a attaqué chez Mme Rajavi. C'est Chirac qui était président. C'est vrai que Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Il me semblait qu'à l'époque de Jacques Chirac, pour en avoir parlé avec des confrères qui s'occupent de journalisme politique et qui découvrent un petit peu les nouveaux modes de fonctionnement de l'Élysée, le président de la République, conformément d'ailleurs à la pratique de la Ve République, laissait son Premier ministre et les membres de son gouvernement mener une politique. On n'était pas à la même époque, maintenant ça a changé. Mais c'est la Constitution. Le Premier ministre mène la politique. Je ne sais plus quel article, mais effectivement, c'est la Constitution et la pratique. Si c'est Premier ministre, encore c'est Dominique de Villepin, alors ce n'est pas Sarkozy. À l'époque de Cachan, effectivement, c'est Dominique de Villepin, qui lui-même avait pris qui ont
fait sur les 5 ans, hein, de 2002 à 2007, a été lui-même ministre de l'Intérieur de façon très courte entre deux périodes Sarkozy. Parce que c'est vrai, de temps en temps, on mélange les choses. On a peut-être une dent contre Sarkozy de temps en temps. On pense que tous les malheurs du monde viennent de la part de Sarkozy. Par exemple, concernant les Américains, le rapprochement qu'on fait de Sarkozy aux Américains. Vous savez, moi je suis au courant de 4 sujets que c'est Sarkozy qui a donné, on peut dire, des ordres à George Bush pour changer de politique. Je vais vous donner un. Vous êtes déjà au courant parce que l'année dernière, je crois, c'était l'année dernière quand vous étiez mon invité, avec quelqu'un d'autre, on a parlé sur un article que j'avais fait à l'époque, l'armée de Jérusalem. Et je parlais là-dedans de Pastaran iranien et de Quds, l'armée Quds, Pastaran iranien. Quand Sarkozy était en vacances aux États-Unis, George Bush, quand on mangeait ensemble, il a mis ce dossier sur la table en disant comment ça se fait que vous soutenez l'armée révolutionnaire iranienne qui est en Irak. Tous les conflits en Irak, c'est géré par Pastaran et par l'intermédiaire de l'armée de Jérusalem. Et George Bush a dit non, c'est pas ça. Il dit comment vous ne savez pas. Ça c'était publié dans la plupart des journaux, même traduit en français, en anglais. Et 3 jours après, George Bush il va prendre une position contre Pastaran iranien, contre l'armée de Jérusalem et bien sûr contre la République islamique d'Iran, surtout son bras armé qui est Pastaran. Et comme vous avez entendu avant-hier aussi, ce dossier est allé au Sénat américain, là aussi, et on va imaginer des embargos contre Pastaran iranien. C'est-à-dire sur certains sujets que les Américains, ils voulaient fermer leurs yeux. Pourquoi? Puisque le pétrole iranien s'est vendu dans le monde entier, même pas les Américains s'est acheté. Alors, mais Sarkozy, il est allé là-bas, il a ouvert les dossiers, beaucoup d'autres dossiers. Alors moi, je pense que les dossiers qui concernaient l'État français, à l'époque, Dominique de Villepin était Premier ministre et Chirac était président, ça touche ces 2 personnalités. Sarkozy, s'il était ministre de l'Intérieur, il ne pouvait pas exécuter quelque chose et que son Premier ministre ou son président n'était contre. Mais il faut voir qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est président. Non, mais il y a 2 éléments dans ce que vous êtes en train de souligner, et je ne vais pas m'attarder sur le premier, qui est la politique étrangère, la politique extérieure de la France, et puis l'autre, plus modestement, une affaire de politique intérieure, qui est celle de Cachan. Donc je vais m'attarder sur celle de Cachan, parce que celle-là, nous la connaissons. Le ministre de l'Intérieur a décidé le 17 août 2006 de virer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de mettre dehors 600 personnes qui habitent dans un squat à Cachan depuis plus de 4 ans. Bien, il l'expose à la France entière par l'intermédiaire du 20h où on voit des femmes, des enfants qui sont à la rue et qui réclament un logement. C'est le début de la campagne. Pourquoi c'est le début de la campagne? C'est d'ailleurs le début du ratissage, si j'ose dire, du Front National. Parce qu'avec ces images, ce que compte faire Nicolas Sarkozy, c'est le début de l'offensive contre le Front National. Il est en train d'adresser un message à une partie de l'opinion publique en leur disant regardez ce que je fais, je suis ferme. Et voilà, il expose d'une certaine manière à une partie de l'opinion publique, eh bien, ces pauvres gens et sa fermeté. Le problème, c'est que bien évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que les Français sont un peu plus compliqués que ça. Dès qu'on leur parle d'immigration de manière macroéconomique et un peu désincarnée, ils vont vous dire qu'ils sont éventuellement contre. Par contre, dès qu'ils sont en situation de proximité, dès qu'ils touchent, qu'ils voient l'autre, les enfants, là, il y a de la générosité qui est en train qui passe. Et puis, il y a un certain nombre de gens connus qui ont été adulés sur les Champs-Élysées. Je pense par exemple à Thuram, à Patrick Vieira, qui sont les emblèmes de l'équipe de France, qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer à Cachan. Et qui disent,
et qui font eux aussi un geste symbolique très fort qui invite 80 ex-squatteurs ou squatteurs occupants du gymnase au Stade de France. Et puis il y a un certain nombre de people qui arrivent, ce qu'on appelle les people. Bon. Et puis il y a des gens. Et puis il y a des gens qui disent à un moment donné, mais c'est pas possible. La France, c'est pas ça. Elle peut pas martyriser des gens comme ça pendant des semaines, pendant des mois, les laisser à la rue. Il faut qu'on trouve une solution. Et d'ailleurs, à ce moment-là, évidemment, il y a un jeu qui se déroule entre Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy. Et Dominique de Villepin, qui comprend la situation d'ailleurs, dit à un moment donné, c'est pas possible, dans un état de droit, on ne peut pas laisser indéfiniment cette situation se dérouler. Et Nicolas Sarkozy comprend le message. Il comprend parce qu'il est en campagne présidentielle, en pré-campagne présidentielle, il comprend qu'il n'a pas intérêt à laisser pourrir sa campagne présidentielle par cette situation. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que son entourage va négocier, va chercher à négocier. C'est à partir de ce moment-là que Dominique Sopo pour SOS Racisme, Patrick Gobert pour la LICRA, mais qui est également député de l'UMP et moi-même, allons entrer dans la danse pour régler le problème, parce que nous, ce qui nous préoccupe d'abord, c'est évidemment le sort de ces 600 personnes, et nous n'avons pas à faire de la politique sur le dos de pauvres gens qui ont suffisamment souffert comme cela. Et donc on va trouver un compromis. Le compromis, il était très simple, il fallait faire la liaison entre les personnes en situation irrégulière et les personnes en situation régulière, promettre à ceux qui étaient en situation irrégulière que leur dossier allait être examiné et promettre aux autres que nous allions regarder et voir comment une solution d'hébergement pouvait être trouvée pour tous. Voilà. Oui, Nicolas Sarkozy. Enfin, je voudrais souligner deux choses. Revenir sur ce dont Pierre parlait, la générosité. Au départ, avant même les footballeurs connus, les acteurs, les chanteurs et autres, ce sont des gens du quartier, de la commune, de tout le département qui se sont mobilisés pour apporter qui des couches aux femmes, qui des culottes, qui de l'eau, de la nourriture. Il y a eu un élan de solidarité très très fort et très anonyme. On les a appelés les bénévoles, mais ce sont des gens qui se revendiquent d'abord comme citoyens et citoyens de notre pays. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que Nicolas Sarkozy n'agit évidemment pas tout seul. Il a l'habitude, parce que c'est quand même il fait toujours beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. C'est-à-dire qu'à une époque, la diplomatie, c'était quand même quelque chose de très secret. Là, il sort d'un rendez-vous avec Poutine, on sait ou on ne sait pas, mais en tout cas, on va nous faire croire qu'on sait ce qui s'y est dit et ce qui s'y est passé, et qu'évidemment, c'est lui qui a donné l'idée d'eux. Enfin, voilà, c'est une stratégie. Mais il a des idées quand même. Il a des idées, mais vous savez bien, David, que la diplomatie, à une époque, ça ne se passait pas sous les projecteurs. Et en tout cas, ça ne se passe toujours pas sous les projecteurs. Demain, moi, je veux bien, en tant que journaliste, assister à une rencontre entre Poutine et Sarkozy, être la petite souris. Ça, ce serait un rêve de journaliste, de pouvoir être vraiment là, sur la table, comme un micro, et entendre tout, et dire « Ah, je sais ce qui s'est vraiment dit dans cette réunion ». Bon, bref, ça, c'est encore un autre sujet. Mais évidemment, ministre de l'Intérieur, il a beau s'agiter, il est en campagne, il est quand même effectivement sous la responsabilité du Premier ministre et du Président de la République. Et il ne joue pas tout seul, il y a les affaires sociales dans l'histoire de Cachan. Mais enfin, en tout cas, qui à un moment donné, Villepin, on est encore dans un contexte où ils sont très en concurrence potentielle tous les deux. Il y en a un qui va occuper le terrain, il n'y a pas encore l'affaire Clearstream, il n'y a pas encore tout ce qui mais il y avait l'affaire Clearstream. Il avait démarré, mais bon, pas autant que... C'est-à-dire, vous voulez dire de Villepin, s'il a changé un peu, comme Pierre-Henri l'a dit, d'idée, c'était, puisque certains artistes, ils sont venus à Cachan, c'est ça? Ah non. J'ai pas du tout dit cela, j'ai dit simplement... Petit clin d'œil qu'il a fait à Sarkozy. Non, il n'a pas fait un clin d'œil. Il a dit qu'en tant que Premier ministre, bon, c'est bon, on
ministre de l'Intérieur n'arrive pas à sortir de cette affaire. Et donc, il va falloir que je m'en mêle. Et donc, Voilà. il savait, et Nicolas Sarkozy savait, que si le Premier ministre prenait la main sur cette affaire, ben, il risquait de ne pas sortir totalement indemne de cette affaire. Donc, il a délégué Rachida Dati, qui est aujourd'hui ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il a délégué, et à l'époque, elle était conseillère technique, il l'a délégué pour essayer de régler le problème. Et voilà. Et l'autre personnage clé, c'est Claude Guéant, qui était son directeur de cabinet avant de devenir le secrétaire général de l'Élysée. Donc voilà, nous racontons simplement, si j'ose dire, cette affaire dans le détail, les difficultés que nous avons eues à régler le problème. Et puis au final, avec le recul, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que 231 personnes sur 239 ont été régularisées, que la France ne vacille pas sur ses bases, et que finalement, Cachan, on peut aussi dire que la vérité de Cachan, c'est une méthode apaisée qui devrait être aujourd'hui employée pour régler la situation des 200 000 personnes en situation irrégulière sur le sol français, parce que moi je pense que la bonne solution, c'est de procéder à une régularisation au cas par cas, sur la base d'un critère dominant qui est celui de la possession d'un travail ou la promesse d'une embauche. C'est ce qu'ont fait la plupart des pays européens. L'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Grèce. Eh bien, aujourd'hui, la France est isolée dans le concert des nations européennes et je pense qu'il n'y aura pas d'autre solution que de procéder à une régularisation, que la politique d'expulsion, de quotas d'expulsion est une politique qui mène à une impasse, qui va provoquer énormément de drames, qui va provoquer, y compris, vous verrez, qui va y compris amener un certain nombre de gens toujours plus nombreux à être indignés par cette politique, parce qu'on a l'impression, en regardant les médias aujourd'hui, en ouvrant son poste de télévision, que c'est une histoire qui concerne finalement que les grandes villes et que la révolte gagne quelques bobos. Et c'est faux. Moi, je peux vous dire qu'au plus profond de la France, eh bien, il y a dans des petits villages une indignation qui est en train de monter sur cette affaire, parce que tout simplement, ce n'est pas une idée de la France qu'ils se font. Nous sommes avec M. Pierre-Henri, directeur général de France Terre d'Asile, et bien sûr avec Pascal Aigret, auteur tous les deux de livre cachant la vérité. Patrick, bonjour. Nicole, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Oui. Oui, c'est Philippe. Philippe, bonjour. Alors Patrick, vous serez après Philippe et Nicole. Nicole, bonjour. Oui, bonsoir Nicolas, bonsoir j'attends avec impatience votre émission. J'ai écouté Non, Pierre. Patrick, c'est un autre. oui, c'est vrai. Je ne comprends pas tellement la position sur le sujet, parce qu'il faut savoir que la France c'est très difficile je ne sais pas pourquoi il a qui n'est plus habituellement. C'était vrai il y a 20 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus d'action. Moi, je ne suis bien sur la gentilisation. Vous voyez, monsieur le président. Non, Pierre, s'il vous plaît, Pierre. Excusez-moi encore. C'est Pierre-Henri. Oui, c'est Pierre-Henri, voilà, excusez-moi. Voilà, c'est ça qui me choque un petit peu, parce que c'est vrai que vous défendez la thèse personnelle. Ah, je vois pas très bien. Non, mais madame, j'ai l'impression, d'abord de penser à la France avant mon intérêt personnel, parce que si vous voyez mon intérêt personnel là, il va falloir me l'expliquer. Mais en plus, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de me dire.
oui. C'est Philippe. Philippe, si je veux te laisser poser ta question, monsieur Henri, si vous êtes d'accord. Oui, mais bonjour, comme Philippe, qu'est-ce que tu veux? j'ai l'impression que ça va être également dans la même veine. Allons-y, Philippe. Oui, alors moi je voulais Vous voulez... intervenir parce que j'avais écouté 15 jours quelqu'un intervenir dans une émission de David Amassi et qui citait notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers du 3 Ouais. L'ordonnance de 45, Alors, modifiée 14 fois depuis 1976. Oui. J'ai cité un article qui est le chapitre de aide à l'étranger et au séjour irrégulier, l'article L622-1. Toute personne qui aura par aide directe ou indirecte facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 30 000 euros. Oui, et alors Vous voulez mettre Pierre en prison. Vous vous targuez Oui, et alors d'aider les étrangers irréguliers de Cachan, et apparemment vous rentrez parfaitement dans l'article de loi. Vous êtes mal parti, mon ami. Vous savez, si c'était le cas, j'aurais déjà apporté des oranges à Pierre en prison. Non, mais vous êtes très mal parti parce qu'il Ça va se falloir... pose- ça se pose pas vraiment comme Oui, ça. il va falloir que vous mettiez en prison, alors à partir de ce moment-là, avec tout le respect que je leur dois, mais alors absolument... Y compris l'actuel ministre de la Voilà, Justice. l'actuel ministre de la Justice, l'actuel secrétaire général de l'Élysée, évidemment par complicité, si j'ose dire, parce que c'est leur chef, le président de la République. Vous êtes quand même très très mal parti, hein, là. J'ai l'impression qu'il va falloir que vous changiez votre argumentation, parce que là, franchement, ça ne tient pas une seconde. Bon, alors... C'est un article de loi, monsieur. Ah ben, Oui, oui. mais auquel cas, je... Mais dites-moi, c'est pas moi, monsieur, Nicole. Philippe, Oui, Nicole. Philippe, juste un mot. Je voudrais vous rappeler que c'est tout de même pas moi qui régularise les personnes. En l'occurrence, ce dossier, il a été porté par les plus hautes autorités de l'État et que c'est l'État qui a régularisé, pas moi. Nicole. Oui, monsieur David Abbassi, c'est à vous que je pose la question parce que vous êtes un grand historien, que vous connaissez très très bien, vous êtes un érudit. Je vous pose une question qui me travaille un petit peu. Est-ce que par défaut, nous serions des ignorants? Non, vous allez... Non, parce que l'émission est faite par monsieur David Abbassi. Ah, d'accord. Non, non, c'est pas dirigé vers vous, monsieur. Non, parce que l'émission est... Peut-être ça ne concerne Non, pas mais vous provoquez, madame. Ce que je voudrais demander, parce que je voudrais qu'on m'éclaire, tous ces immigrés qui veulent venir en France ou en Belgique ou en Allemagne, enfin tout ça, ce sont des gens qui ont été colonisés. S'ils n'étaient pas capables de s'administrer, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu décoloniser ces pays? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Essayez de m'expliquer. Quand on ne peut pas s'administrer, on renvoie pas, on chasse pas, on tue pas les gens pour qu'ils partent. Ils ne sont pas capables de s'administrer. Alors les dirigeants profitent, c'est eux qui ont tout l'argent entre leurs mains, leur peuple est en train de mourir de faim. Alors ils se révoltent contre leurs dirigeants, qu'ils n'envahissent pas les pays comme ça. Tous les pays sont envahis. Madame. Mais, monsieur Pirani, si vous permettez, je vais répondre à votre place à Nicole. Vous savez, Nicole, après je vais laisser monsieur Pirani aussi s'exprimer, puisque vous m'avez posé la question. Vous savez, Nicole, je vais vous dire une chose. D'abord, concernant l'article que Philippe vous venez de lire, il y a déjà 2 semaines, quand j'étais au départ de mon émission, on avait évoqué ce problème, c'est l'État français qui même subventionne une partie du budget de France Terre d'Asile, sauf l'histoire de Cachan, que c'était une délégation, y compris les représentants du ministre de l'Intérieur de l'époque étaient dedans. Mais il ne faut pas oublier que France Terre d'Asile, c'est un organisme légal, c'est une association, mais il est légal, et il travaille dans le cadre de loi républicaine, même il est subventionné par l'État, c'est-à-dire Pierre-Henri, s'il fait quelque chose, il ne fait pas ça
pour l'intérêt personnel de Pierre-Henri, moi, que je suis au courant de ce problème, parce que problème d'asile, problème de réfugiés, et moi, je le connais depuis 29 ans. 29 ans. Alors, de l'autre côté, quand vous citez cet exemple, Nicole, comme quoi les gens, ils fuient les dictatures, imaginez-vous, aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de Kurdes, on ne parle pas beaucoup des Irakiens, des Afghans, ni des Iraniens. Question de Cachan, c'était pour le part des Africains. Mais M. Pierre-Henri, puisqu'il gère une association comme France Télévisions, il est au courant, il peut nous informer, comme quoi, suite à l'invasion américaine vers l'Afghanistan et l'Irak, il y a plusieurs millions de réfugiés. Et ces plusieurs millions de réfugiés, c'est à cause des Américains. Si actuellement en Iran, il y a beaucoup de réfugiés qui sortent d'Iran, c'est à cause des Américains qui soutiennent Ahmadinejad, qui le ramènent à New York, qui le donnent le tribune des Nations Unies. L'individu qu'on devait le juger, mettre en prison dès qu'il sort du pays, c'est-à-dire Interpol doit arrêter Ahmadinejad. Mais on ne l'arrête pas, on le donne le tribune des Nations Unies pour s'exprimer. Et ce gars-là, il fait quotidiennement des exécutions de son peuple en Iran. Et ces gens-là, s'ils ne vont pas vivre avec cette pression, s'ils vont gagner la vie et rester vivants, ils sont obligés de quitter leur pays. Moi, je vais vous dire une chose, Nicole, je suis au courant que pour la plupart des réfugiés, quand ils quittent leur pays, qu'ils soient africains, de Proche-Orient, Moyen-Orient, Asie, pour la plupart des fois, il y a plusieurs centaines de personnes qui donnent fin à leur vie en passant les montagnes, les mers, etc. Je crois que même M. Pierre-Henri, parce qu'il peut nous témoigner, puisqu'il a voyagé, il a vu peut-être des choses. Vous voyez, c'était une question des réfugiés. Mais bien sûr, j'ai dit au départ de mon émission, toujours, j'ai dit moi-même, il y a des individus qui quittent leur pays, qui n'ont pas de problème politique pour sauver leur peau, ils viennent pour bosser, pour travailler, c'est une autre chose, c'est une autre histoire. Mais demandeurs d'asile politique, demandeurs d'asile politique, c'est une question, comme au départ de notre émission, M. Pierre-Henri, il a dit, c'est une question internationale reconnue par les Nations Unies. Il y a des articles de Genève, de conventions de Genève, etc., que tout ça, ce n'est pas personnel. C'est une partie de l'État français. C'est-à-dire, Pierre-Henri, il ne travaille pas pour les demandeurs d'asile, il travaille pour l'État français, pour la République française, pour les devises françaises, pour la liberté, égalité, fraternité, pour la France qui était toujours, avait été un messager de la paix, de l'amour, de l'humanisme dans le monde. Ça, vous ne devez pas le confondre en disant que M. Pierre-Henri, il défend ses intérêts, en plus il est français 100%, voilà, c'est que heureusement qu'il n'est pas, parce que de temps en temps, J'ai si pas fait c'était de Rachid, test ADN, David, je ne sais pas. quand même, on peut dire que Pierre-Henri, il est français. Moi, je vous le dis, si Rachid Dati était à votre place, oh là 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 là, c'est encore pire. Pour ça, je vous prie, mes amis, de ne pas mélanger les choses. Vous ne pensez pas qu'ici, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est en train de travailler contre les lois républicaines. Il travaille dans le cadre des lois républicaines depuis la Révolution française à ce jour. Mais bien sûr, s'il y a des changements qui vont intervenir dans l'État, dans le règlement français, c'est le président de la République, c'est le Premier ministre. Je crois que d'ici quelques temps, nous n'aurons plus de Premier ministre en France. Ça sera le président de la République. Parce que, imaginez-vous, à la fin, je vous dis quelque chose d'autre. Il y avait un sénateur américain, il disait Sarkozy, quand il voit les gens, plus qu'il écoute, il parle. Et moi, je dis ça, c'est bien, parce que celui qui parle, c'est-à-dire, il a des choses à dire. Ou super envie. Oui, alors, d'abord, l'immigration, pour vos auditeurs, c'est un mot valise. L'immigration, ça ne veut rien dire. Il y a différentes formes d'immigration. Il y a, on sort là, on va sortir du dossier Cachan pour essayer de prendre encore un peu plus de hauteur. Alors, parce que surtout pour le Cachan, on va laisser les gens lire votre bouquin. Voilà, qu'ils le lisent, qu'ils le lisent. Non, mais l'immigration, il y a des migrations qui sont des migrations de droit. Qu'est-ce que ça veut dire des migrations de droit? Ça veut dire que la France s'est engagée sur le plan international autour d'un certain nombre de conventions. Je pense à la Convention de Genève, effectivement au titre de l'asile. Bien, il y a hélas des conflits dans le monde. Il y a hélas des gens qui sont persécutés en raison de leur opinion politique
religieuses, de leur couleur de peau, de leur appartenance à des groupes sociaux. Et le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, nous apprend que l'année dernière, le nombre de réfugiés a augmenté dans le monde. Il est environ 11 millions de personnes qui sont réfugiés, obligés de partir de leur pays. Leur État ne leur offre plus une protection, au contraire, il les opprime. Et puis, il y a 25 millions de personnes qui sont déplacées. Ça veut dire, par exemple, comme en Irak, il y a des gens qui sont déplacés par le conflit et par l'intervention américaine. Attardons-nous un tout petit peu sur l'Irak. Il y a aujourd'hui 2 millions de réfugiés. 2 millions de réfugiés en Syrie, Jordanie. Personne ici, pas un homme politique, n'oserait dire que les personnes qui sont irakiennes, qui sont hors du pays, qui se trouvent en Syrie et en Jordanie ne sont pas des réfugiés. Non. Mais dès lors que ces mêmes personnes essayent de venir en Europe pour se réfugier, alors là, il y a une grande contestation et on ne reconnaît plus les réfugiés. Est-ce que, franchement, la France, l'année dernière, vous savez combien elle a accueilli de réfugiés irakiens? Nicolas, vous savez? Nicole, il ne sait pas, Nicole. Parler, monsieur Abbassi. Allez-y, Nicole, allez. Nicole, vous savez? Monsieur Abbassi, moi je parle pas des Irakiens et des Iraniens, ça je comprends les problèmes politiques. Mais moi je parle donc vous êtes d'accord, Nicole? Attendez, Nicole, moi vous je êtes veux d'accord parler du pour Maghreb, accueillir de l'Afrique. Vous êtes d'accord pour accueillir des Irakiens? Colonisés. Voilà. Oui. Moi je parle des pays qui ont été décolonisés et maintenant ils vont tous en France et en Belgique et tout ça. Non, non, il fallait pas être décolonisés. Ils ne vont pas tous. Nicole, s'ils Ils vont allaient pas tous, Mais si, le Maghreb, il a été décolonisé. Oui, et alors? l'Afrique. Alors Et alors pourquoi ils veulent venir maintenant en France et tout ça? Mais Et qui? alors dites-moi pourquoi, Mais madame, s'ils ne peuvent pas s'administrer, donc il faut coloniser. madame, ces où endroits. avez-vous vu que l'ensemble du Maghreb voulait absolument venir l'ensemble de l'Afrique. ou l'ensemble de l'Afrique voulait absolument Je sais venir de en quoi France. je parle, Ah monsieur. bon? Ah Je sais d'accord. de quoi je parle. Je Oui, vous mais apporte des preuves. cet argument Non, ce sont pas d'autorité, des arguments, ce cet sont pas des argument, arguments. ah ben c'est quoi? C'est des affirmations. Bon, Nicole, vous avez une vision du monde qui est quand même assez curieuse. Je suis désolé, il y a un accord entre la France, par exemple, et l'Algérie, ça s'appelle l'accord algérien, qui a permis l'année dernière à environ 13 000 personnes de rentrer en France, par exemple, en tant que conjoints français, et il y a environ 3 000 personnes qui sont rentrées au titre du regroupement familial. Mais il n'y a Bon. pas de réfugiés alors, non? C'est C'est- quoi? Il y en a- des pays nord d'Afrique, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est ça que Nicole aussi il Oui, dit, oui. Monsieur Pierre-Henri. Parce que Nicole, une chose que je crois que vous mélangez, Nicole, c'est ça, les émigrés avec les réfugiés. Il ne faut pas oublier que Pierre-Henri, il défend droits des réfugiés, droits d'asile. Et des émigrés, Monsieur Pierre-Henri, ce que Nicole, elle dit, son sujet, c'est différent à votre travail. Pourquoi? Parce que les émigrés, ce sont les gens qui quittent le pays Oui, mais- pour venir ici travailler, Oui, et mais- après chaque mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois aussi, ils retournent chez eux, ils n'ont pas de problème politique. C'est ça que je crois, Nicole, elle a mal compris concernant votre fonction, Monsieur Pierre-Henri. Oui, mais vous savez, le sort que l'on réserve aux uns annonce le sort que l'on va donner aux autres. Et dès lors que l'on accueille mal les immigrés, qu'on remet en cause, par exemple, le droit de vivre une vie de famille normale pour les personnes en situation régulière sur le sol français, eh bien, immanquablement, vous voyez dans l'instant d'après les droits qui se rétrécissent pour les personnes qui répondent de la Convention de Genève et qui sont réfugiés. Il y a un même mouvement. Alors, bien sûr, ce n'est pas la même chose, que ça ne répond pas aux mêmes règles. Il y a des migrations de droit. Je veux simplement terminer là-dessus. Sur l'asile, sur le droit au regroupement familial, sur les conjoints de Français. Et là, je voudrais dire à Nicole, les conjoints de Français, il y a 63 millions d'individus en France. Vous savez combien y a-t-il eu de personnes qui ont épousé des Français des personnes non originaires de l'Union européenne qui ont
épouser des Français en 2006. Il y en a 48 000. Franchement, 48 000 dans un monde qui est mondialisé. Je rappelle, David, vous savez combien il y a eu de touristes en France l'année dernière? 75 millions. Bon. Ils sont tous repartis. Hein. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont tombés amoureux de Français, Français ou Français. Et qui du coup vont demander éventuellement Voilà. un visa dans leur pays pour venir épouser leur, c'est pas leur dramatique, amoureux, hein. leur amoureuse. Voilà, c'est pas dramatique, 48 000 personnes. Je vais raccrocher et je vais vous dire, je suis pas du tout convaincue. Ah ben ça, madame, Pas du tout convaincue. ça j'ai l'impression qu'il va falloir vraiment prendre beaucoup de temps pour vous convaincre. Non, franchement, je suis pas du tout convaincue et c'est dommage qu'on fasse comme ça de la propagande pour les immigrés alors que la France est en difficulté. Heureusement. La France a beaucoup de difficultés et il faut penser au pays avant. Oui, ben, je pense au pays, madame, et je pense à une certaine France depuis 1789, et je pense, comme Jean-Pierre Raffarin, comme Dominique de Villepin, comme Charles Pasqua, voilà, à cette France depuis 1789, et à d'autres, également, il y en a d'autres. Même vous savez, vous venez de citer Charles Pasqua. Nicole, vous savez une chose que je vais insister, s'il vous plaît, insister pour vous, Nicole, et pour les autres, n'oubliez pas, Pierre-Henri n'est pas un défendeur de l'émigration. C'est un défendeur de droit d'asile. Et il y a une grande différence entre asile... Moi, je dirais, je me Pascal. Que Pierre-Henri est un défendeur des droits de l'homme. Voilà, des droits de l'homme. Bravo. Oui, Pascal, continuez. Alors, allez-y. Prenez ma place. Moi, je veux bien que vous expliquiez ce problème, parce que le problème de l'émigration... Comme disait Pierre, si vous voulez, la façon dont on traite les demandeurs d'asile et la façon dont on traite les immigrés, ce sont de toute façon avant tout des personnes qui cherchent pour une raison ou pour une autre, mais que la raison soit politique, effectivement c'est un demandeur d'asile, ça rentre dans un cadre bien précis, mais la confusion a été tellement entretenue ces dernières années entre le demandeur d'asile et l'immigré que je crois que défendre les droits de l'homme et le respect des droits et des devoirs est fondamental. Et je crois que c'est ce que s'attache à faire Pierre tous les jours à la tête de son association. Alors, vous voyez, même pas, on ne peut pas faire des pauses musicales, monsieur Pierre. On a le droit, hein. On a le droit? Oui. Ok, on a le droit, on va écouter quelque chose, oui, bien sûr, pourquoi pas. Mais vous écoutez quoi, Radio ici maintenant, sur 95 de FM? Loin des projos, loin des télés, les animateurs blaireaux, ces crétins dégénérés, fringués, coiffés comme des croxos, loin des journaux et des radios, des interviews conformistes, par des zombies mongolitos, un peu nazes, souvent fumistes, loin des questions parfois obscènes, ridicules ou bien vicelardes, des nulos de la bande FM, roi de la musique ringarde. Vivre heureux, je vis caché au fond de mon bistrot pénal, dans la lumière, tamisé, loin de ce monde de bavards. Loin des boîtes, des fêtes branchées, la jet set et du showbiz, des pétasses cocaïnées, et des bellâtres à la dérive, loin des premières où tout Paris vient poser sans aucun scrupule quelques pauvres paparazzi qui aiment mitrailler les nuls, loin des cocktails, des dîners, des mondanités imbéciles, entre starlets d'un seul été, au cuir frisant le débile. Vivre heureux, je vis caché au fond de mon bistrot peinard, avec mes potes, des vrais de vrais, loin de ce monde de fêtards. Loin des meetings, des réunions, des manifestations de rue, j'écoute la colère qui fond sur nos dirigeants corrompus. Mais bouger mon cul, m'engager, c'est pas demain que vous m'y reprendrez, à part peut-être José Bové, qui pourrais-je jamais aimer. Je rêve d'un monde plus humain,
se parler sera une pétition, c'est plutôt bien, mais vous ne verrez plus mon blason. Vivre heureux, je vis caché au fond de mon bistrot peinard, taciturne, désabusé, loin de ce monde de barbares. Pour des conversations minables sur les charmes surfabriqués de quelques ados improbables dans un loft télévisé, très loin des stars académiques et des pop stars de mes deux qui sont un peu à la musique. Ce que le diable est au bon Dieu, j'irai pas prendre quelques bâtons pour servir la soupe à ces branques. Les télés vous prennent pour des cons, j'irai pas chanter pour ces glands. Vivre heureux, je vis caché au fond de mon bistrot peinard, dans la lumière tamisée, loin de ce monde de ringards. Vivre heureux, je vis caché au fond de mon bistrot peinard, dans la lumière tamisée, loin de ce monde de ringards, de ringards. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abbassi, écrivain, historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 6h du matin. Son site internet davidabassi.com, A-2-B-A-S-I, Abbassi. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors Jacqueline, nous sommes, comme vous savez, dernier samedi du mois de septembre de l'année 2007 et j'ai le plaisir de le recevoir ici maintenant, M. Pierre-Henri, directeur général de France Terre d'Asile, et Pascal Aigret, journaliste au Parisien, qui viennent de faire tous les deux un bouquin cachant la vérité, le défi migratoire plutôt, migration migratoire. Ce défi, on est en train de le voir ensemble ici maintenant ce soir, pourquoi pas. Et vous avez la parole. Jacqueline, je suis désolé, c'est coupé, vous pouvez revenir. Voilà. Alors, vos questions
intelligents, sympas, gentils. Mais une chose que je peux constater, M. Pierre-Henri, j'étais en train de parler avec Pascal, comme quoi depuis 85-86 on fait ces émissions, c'est vrai, jour après jour, l'humanisme affaiblit, c'est-à-dire il y a une faiblesse parmi les pensées des gens concernant l'humanisme, non? Je pense que lorsque les observateurs se pencheront sur la période présente dans 30, 40, 50 ans, ils verront que c'est une période qui est particulièrement régressive sur le plan du droit, qui a des tentations permanentes de réduire le droit des personnes au nom de luttes diverses. Et vous avez une auditrice. Ah bon, Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour. Bonjour Jacqueline. Cher monsieur, voilà, j'ai entendu la semaine dernière qu'on avait renvoyé de France quelques personnes au Congo. Oui, il y a eu une annonce de vol charter commun à l'Europe vers le Congo. En effet, 19 personnes pour la France. Voilà. Et c'était à RDC, je crois. Oui, Congo, la République démocratique du Congo, qui est l'ancien Zaïre. Oui, RDC, ça veut dire démocratique. Oui. Et sait-on le sort qui est assuré à ces personnes? Absolument pas. Oui. Et donc on fait ça sans aucun aveu. On est dans l'affichage politique, c'est-à-dire que ce communiqué qui émane, qui est arrivé dans ma boîte mail, puisque je fais partie des interlocuteurs, entre autres, de ce ministère, un peu parmi d'autres, est arrivé effectivement quelques jours après l'adoption en première lecture par l'Assemblée nationale du projet de loi sur l'immigration hors de feu. Voilà. Mais ça changeait quoi par rapport à vous? Vous voulez dire, vous savez, des annonces de vols charter, on appelle plus ça des charters parce que c'est politiquement incorrect, on appelle ça des vols groupés. Oui, mais je m'en fous de ça. Ça oui, change. Je suis bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est que ça ne change pas grand-chose. On annonce qu'on remet X personnes, 10, 20, 30, 40 dans un vol. Moi, j'appelle ça de l'affichage politique. C'est pour montrer qu'on est ferme et qu'on renvoie les gens chez eux. Oui, c'est la même logique, si vous voulez, que les quotas d'expulsion demandés avec des chiffres précis à chaque préfet, etc. Voilà, ça participe de la même. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les droits de l'homme. Qu'est-ce qu'il arrive à ces gens-là quand ils rentrent et quand on les expulse? Dans certains cas, il y a des personnes qui risquent tout simplement leur vie. Oui, en cas de retour. Ce n'est pas systématique, mais dans certains cas, il y a des personnes qui effectivement risquent leur vie en cas de retour. Bon, maintenant, la situation, le problème est complexe. Il faut d'abord rappeler une vérité. La première vérité, c'est que l'État, quelque État que ce soit, a le droit de dire qui entre, qui sort, comment, quelles sont les règles. Ça, c'est l'histoire des cités, c'est l'histoire des nations, c'est l'histoire des États qui définit l'inclusion comme l'exclusion et qui se définit y compris par rapport aux règles qu'il impose à l'étranger. Alors, le gros problème aujourd'hui, c'est tout simplement que, en termes d'affichage, la politique d'expulsion devient l'alpha et l'oméga de toute la politique migratoire. C'est bien ça la difficulté. Et quand on annonce 25 000 expulsions par an, d'une part, on fait régner un climat de terreur dans les milieux des personnes qui sont en situation irrégulière, parce que pour faire 25 000 expulsions, réaliser 25 000 expulsions en France chaque année, il faut 125 000 interpellations. Pour faire 125 000 interpellations, comment voulez-vous que les policiers fassent? Et c'est eux-mêmes qui l'expliquent, disent, évidemment, on fait beaucoup de contrôles au faciès. Ce sont les syndicats policiers qui le disent. Ils sont montés au créneau pour dénoncer ça. Et ils en ont marre, eux aussi. Dans des quartiers comme, par exemple, Belleville, Barbès, à Paris, mais dans toutes les grandes villes, évidemment, on va dans les quartiers où il y a d'abord la présence d'étrangers. Et nous disons... Mais mon problème, c'est oui. que vous représentez comme un droit. Je suis à la tête d'une organisation qui défend
les droits de l'homme. Oui, Et qu'est-ce qu'on peut faire comme suivi au niveau madame, Écoutez, c'est je pas vais- un je vais problème vous de donner- suivi. Je vais vous donner un exemple en fait. le suivi vous intéresse, ça vous intéresse pas parce que ces gens Bah qui si, viennent bien après. sûr que si. Il y a des suivis, il y a des organisations qui s'en occupent, du travail qui est fait là-dessus. Ça n'est pas forcément le rôle de France Terre d'Asile. Il y a aussi d'autres ONG il y a aussi des organismes qui essaient de savoir ce que deviennent ces gens. Par exemple, je vous donne un exemple. En 2002, la France signe un accord avec la Roumanie qui est à ce moment-là candidate à l'entrée à l'Union européenne et qui dit que je suis d'accord pour reprendre les gens que vous me renvoyez. Et par exemple, il y a eu à l'époque une enquête de Médecins du Monde et de la Fédération internationale des droits de l'homme qui est allée voir ce qu'il advenait réellement des gens qui étaient renvoyés à cette époque en Roumanie, qui, donc, je le rappelle, ne faisait pas partie de l'Union européenne. Pardon. Ce qui leur arrivait souvent, c'est qu'on leur confisquait leur passeport pendant 5 ans, sauf éventuellement parce que le degré de corruption est parfois important à certains points de frontière dans ce pays où il était à l'époque, moyennant bac chiche pour qu'ils puissent ressortir du pays et revenir finalement en France. Après, l'État est souverain, c'est-à-dire le Roumain qui est renvoyé en Roumanie, ça n'est pas forcément à une ONG française de s'occuper de ce qui lui arrive. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'en a pas forcément les moyens. Il y a eu tout un travail, y compris via certains pans du ministère des Affaires étrangères en France, pour encourager la mise en place par la Roumanie elle-même en Roumanie d'associations qui tentent de s'occuper et d'avoir les moyens pour le faire des gens qui sont expulsés. Donc, il y a des choses qui se font, oui, c'est très compliqué et voilà, mais ça existe. Je sais pas si... Mais madame, La Roumanie, on a peut-être fait des efforts parce que c'était des gens qui devaient rentrer en Europe. la question, si vous posez la question du suivi des personnes qui sont reparties dans les pays d'origine, évidemment que pour la plupart... Mais qu'est-ce qu'on sait qu'ils en sont nés là-bas? Ils sont peut-être nés en France, ces gens-là. Qu'est-ce qu'on en sait? Madame, si la question que vous posez est de dire, une fois que les personnes sont renvoyées dans leur pays d'origine, en règle générale, personne ne sait ce qu'elles deviennent, ce qu'elles font, ben oui, je dis oui, effectivement, c'est exact, personne ne le sait. Monsieur Pierre-Henri, Pascal, pardon, je ne sais pas si vous voyez les images là-bas. Ok, d'accord, merci. Merci. Vous voyez ces deux personnes qui étaient demandeurs d'asile. Je suis désolé, vous ne pouvez pas le regarder, mais Pascal et Pierre-Henri sont en train de regarder deux personnes qui étaient pendues en Iran, Majid Kavoussifar et son nouveau, c'est Hossein Kavoussifar. Ces deux personnes-là, 2005, ils ont présenté une demande d'asile politique auprès de l'ambassade des États-Unis à Dubaï. Mais les Américains, ils ont donné ces deux personnes à la main de police de Dubaï. La police de Dubaï, ils les a retournés en Iran. Et ces deux personnes-là étaient exécutées. Et comme vous pouvez constater, Pascal et M. Pierre-Henri, c'est très très unique dans l'histoire, puisque vous voyez, on est en train de prendre cette personne et son nouveau, mais vous voyez, il est souriant. Ça, ce n'est pas de cinéma, c'est des photos réelles. L'individu, il est souriant, vous voyez, dès le départ jusqu'à la fin, il est souriant avec Hossein, oui, c'est à la fin, voilà. C'est Hossein, c'est la deuxième personne. Alors, ça, c'était vraiment des demandeurs d'asile. Ils sont allés à l'ambassade des États-Unis, c'était refusé, ils les ont livrés aux Iraniens, et ces deux personnes-là étaient pendues, comme vous pouvez constater. Et la personne, puisqu'il défendait une cause qui était fière à le défendre, quand on l'avait pendu, vous voyez, il est tout à fait souriant, en train de faire coucou à sa famille et son petite fille, parce qu'il a une fille de 3 ans, qui est, même la photo de fille, non mais je ne l'ai pas mis ici, on n'a pas mis, on peut le voir. Voilà, c'est-à-dire ce que M. Pierre-Henri et Pascal est en train de vous dire, de temps en temps, il faut imaginer, question de droit d'asile, c'est différent avec question de l'immigration, immigration de la part des pays que M. Pierre-Henri vous a dit, qu'ils ont des accords avec la France, comme Algérie, comme Maroc, comme la Tunisie, je ne sais pas quoi. Droit d'asile, l'individu, si on ne l'accepte pas,
Si on le retourne chez lui, il va être pendu, il va être tué, il va être assassiné. Pourtant que l'Iran, je sais qu'ils ont des accords avec l'Europe, comme quoi ils n'ont pas le droit d'exécuter les demandeurs d'asile qu'ils retournent chez eux. Mais comme vous pouvez constater, depuis l'arrivée d'Ahmadinejad, ce n'est pas respecté. Chaque jour, on pend les gens en disant que c'était des délinquants. Mais cet individu-là que vous voyez ici, c'est quelqu'un qui défendait la cause de son patrie, de son pays, de son idéologie, qui était la liberté, égalité, fraternité. Pascal, pardon, excusez-moi de vous couper, mais c'était nécessaire de vous montrer ça. On vous écoute, Pascal. Oui, je peux donner d'autres exemples. Effectivement, comme le dit Pierre, la plupart du temps, on ne sait pas ce que deviennent les personnes expulsées. Mais il y a beaucoup de gens sans souci. Je vais donner un autre exemple. C'est un jeune arménien qui est arrivé en France en 99, qui a découvert plusieurs années après avoir été débouté de sa demande d'asile d'ailleurs, qu'il était, donc c'est encore une autre problématique, qu'il était malade de l'hépatite C. Il a été expulsé vers l'Arménie il n'y a pas très longtemps, au mois de juin. Pendant 3-4 mois, personne n'a su ce qu'il était devenu. Il a retrouvé, parce que sur internet, il a regardé là-bas à Erevan, il n'a plus de traitement là-bas, hein, et tout simplement il risque lui aussi, alors c'est un autre cas de figure, hein, voilà. Lui aussi risque parce qu'il n'y a pas de traitement pour cette maladie, même en Arménie, voilà, de mourir tout simplement de sa maladie. Et il a retrouvé par internet le numéro de téléphone portable d'un militant associatif avec qui il est rentré en contact. C'est comme ça que cette association a pu savoir ce qu'il était devenu, ce qu'il en était de cette situation, et est en train de plaider éventuellement sa cause pour le faire revenir, parce qu'il se trouve que dans la procédure d'expulsion, le droit n'a pas été respecté, en l'occurrence. Voilà. Merci Pascal. Adèle, bonjour Adèle. Oui, bonsoir. Bonsoir. Plutôt, je trouve déjà votre émission très intéressante, malgré que je suis un peu choqué par l'intervention de Nicole, parce que j'écoutais attentivement. Ce que je peux noter, c'est que je ne sais pas, est-ce que l'histoire et la politique française ils sont déconnus, ou il y a une ignorance ou une déformation de la réalité vis-à-vis des Français, précisément vis-à-vis de Nicole. Parce que le problème c'est quoi? C'est que Nicole, peut-être il ne sait pas qu'il a parlé de décolonialisation des pays. Mais c'est qui met en tête des pays? C'est la France, en Afrique. La France et l'Europe et les Américains. En parlant du Zaïre, le Zaïre, il est capable de nourrir toute la France. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des multinationaux qui sont installés et qui mettent à la tête de ces pays les personnes qu'on veut. On les défend. On a mis à la tête de l'Algérie des militaires. Allez regarder, allez faire un tour, voir un petit peu comment ça se passe. Dès qu'il y a une démocratie, dès qu'il y a des votes, dès qu'il y a une population qui s'exprime, automatiquement, il y a l'intervention de l'Europe, il y a l'intervention des pays soi-disant développés pour cesser ça, pour mettre à la tête de ces pays des personnes qui vont dans leur sens. C'est ça la réalité. Ça, on le cache aux gens. Donc, moi, justement, parce que j'en reviens j'ouvre une parenthèse. Par exemple, pourquoi la France ou les politiciens français, ils ne peuvent pas aller en Arabie Saoudite dire que ce qui se passe en Arabie Saoudite, c'est barbare? Tout simplement, c'est parce que ils ont l'argent qui les fractère. Vous comprenez, madame? Ils ont l'argent qui les fractère, tout simplement. Qu'on arrête de un petit peu tourner autour du pot. C'est malheureux qu'on jette dans des charters envoyés chez eux. C'est des victimes. On essaie de
stigmatiser, de montrer aux gens qu'on est capable de faire mais ce qu'ils ne sont pas capables de faire, c'est de chercher et de trouver des solutions économiques pour la France. C'est ça le plus important. Et c'est vrai que c'est une façon de désigner, tout comme ces 19 ressortissants Voilà. de République démocratique du Congo renvoyés dans leur pays. Il est certain que ça ne va pas changer ni les problèmes économiques de la France, et ni les problèmes de cette question sociale, Tout à fait, madame. ni les énormes problèmes de guerre civile que ce pays connaît depuis des années. Moi, j'invite les Français à revoir leur histoire vis-à-vis de ces pays, à revoir leur relation avec ces pays. Parce que si ces pays sont en misère, c'est à cause des politiciens. Regardez dernièrement Noriega de Panama. Étudiez bien ce dossier. C'est important aussi de comprendre un petit peu comment ça se passe, la politique française. Oui, la politique française ou la politique d'autres grandes puissances qui ne... Voilà, tout simplement, qu'on arrête, parce que qui gèrent leurs intérêts économiques. Adèle, oui. Je crois qu'on est d'accord sur cette question des déséquilibres économiques. C'est pas en expulsant 19 personnes ou 25 000 par an qu'on réglera la question des migrations, et surtout qu'on aura une approche apaisée